Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, starwarshypernews.fr, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bonsoir et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette 30e édition littérature qui sera consacrée au roman Solo de Mur Lafferty. Je suis Jean-François et aujourd'hui pour discuter du livre, je suis accompagné de Danny. Bonsoir Danny. Salut Jeff. Et de Francis. Bonsoir Francis. Bonsoir les gars. Alors messieurs, que s'est-il passé côté Star Wars ou côté Geeks pour vous dernièrement? Pour ma part, j'ai pris le temps de me mettre à jour sur Star Wars Resistance. En fait, celui de dimanche dernier, je ne l'ai pas écouté encore, mais j'étais en retard de 4 épisodes, je crois, donc j'ai rattrapé ça. C'est correct, c'est un petit divertissement sans plus. Je prends ça comme petit divertissement le matin, le dimanche, pour juste avoir une petite dose de Star Wars. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté des billets d'avion pour Star Wars Celebration Chicago. Finalement. Je pense que les vols commençaient déjà à être assez serrés, surtout d'Ottawa qui a moins de vols, là. Donc, j'ai booké mes billets d'avion. Donc, une étape de plus qui me rapproche de Star Wars Celebration. J'ai bien hâte. Et puis, parlant de ça, justement, Star Wars Celebration, j'ai commencé lentement à préparer un plan de production de qu'est-ce qu'on va faire là-bas côté contenu. Donc, c'est juste pour l'équipe. Donc, on va essayer de vous préparer des petites choses un peu comme la dernière célébration. Pour ceux qui n'ont pas vu, cherchez les épisodes de Star Wars en direct édition spéciale sur YouTube et sur notre site web. Et vous allez voir, c'est des petits vlogs que moi et Sébastien, dans le fond, on raconte notre expérience de la journée, tout simplement. Ça se résume à ça, je dirais, là. Ça arrive vite, célébration dans 3 mois. Mais, hein? Et de ton côté, Francis? Moi, de mon côté, un peu de rattrapage aussi. Dans mon cas, c'est du rattrapage de lecture de comics. Donc, je me suis tapé tout ce qui est sorti jusqu'à maintenant, les 4 numéros de la série Age of Republic. Donc, c'est toujours des one-shots sur chacun sur un personnage. À date, j'avais pas des grosses attentes, vu que c'est une série de one-shots. Mais à date, je dois dire que je suis très surpris. C'est très, très satisfaisant. C'est en VO, hein, ça? Ouais, ça, c'est en VO. Donc, c'est sûr que ça va aller à la fin de l'année, au moins, là, avant que ça sorte en album. Sinon, du rattrapage aussi de la série de Vador et de celle de Dr. Aphra. J'ai complété la lecture de Riposte volume 2, donc Aftermath, Live Death. Que j'ai bien apprécié, surtout à mettre en parallèle en plus avec un peu en parallèle avec le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Et bon, évidemment, l'audiobook de Solo, dont il est question aujourd'hui. Et peut-être mentionner aussi qu'on a eu la bonne idée, ici à Québec, de faire une simulation climatique du climat de la planète Hoth, de la base des rebelles. Sur Hoth, donc on s'est levé avec un moins 26 degrés ce matin, très agréable. Par chance, il y a un rabais météo à Québec sur la poutine, donc ça n'a pas coûté cher aujourd'hui. Sérieux, il y a un rabais météo sur la poutine? Je me souvenais pas de ça quand j'habitais à Québec. C'est la tradition tous les mois de janvier. Donc moins 26% aujourd'hui sur la poutine à Québec. Donc c'est ça. Ça fait pas mal le tour de mon WhatsApp Star Wars. Est-ce que c'est la poutine Ashton ou c'est une autre marque? Ouais, c'est la poutine Ashton. Okay, on est à Québec, là. Ouais, c'est ça. Nice. Alright. Moi, de mon côté, j'ai pu me rattraper un peu dans ma lecture et ainsi. Donc, j'ai lu le roman Solo et j'ai aussi rattrapé les épisodes de Résistance. J'avais vu les 4 premiers épisodes. Là, je pense que c'est juste les 2 derniers que j'ai pas vus. Un peu comme toi, Danny, c'est correct, c'est ordinaire. Écoute, même mes filles aiment pas ça. Fait que je dirais le dernier de la mi-saison, j'ai pas vu le retour, mais le dernier de la mi-saison qui est une mission dans une base
du Premier Ordre, je l'ai bien aimé celui-là. OK. Quand même. Ah, OK. Je l'ai pas vu celui-là. Fait que il me reste celui-là puis celui que j'ai joué la semaine dernière. C'est ça. Puis j'ai regardé le Blu-ray de la saison 4 de Rebels. J'avais déjà vu les épisodes, mais je voulais voir le Blu-ray. C'est correct. D'après moi, si vous les avez en version numérique, ça vaut pas la peine d'acheter le Blu-ray. Il n'y a pas grand-chose. Même les extras sont... C'est pas comme les Clone Wars, comme les Blu-ray de Clone Wars, là. Où ils mettaient plein d'extras, puis il y avait des scènes rallongées, puis tout ça. Ça, c'est pas vraiment le cas avec Rebels, mais bon. Et aussi, je travaille sur un nouveau projet qui va venir dans les prochaines semaines. Donc, si je peux dire, c'est comme c'est un podcast, un peu comme un genre de spin-off de Star Wars en direct qui va être plus sur le côté le monde geek. Donc, c'est à venir dans les prochaines semaines. Cool. J'ai hâte de voir ça. Donc, on rappelle nos plus récentes émissions. Il y a le Star Wars en direct 160 où on fait un aperçu de l'année 2019 Star Wars qui risque d'être la plus grosse année côté produit Star Wars. Et il y a aussi le Star Wars littérature numéro 29 où il y a une discussion sur les livres Pocket avec Lucille Gallio qui est la directrice du catalogue Star Wars chez Pocket. On rappelle aussi notre recrutement au Québec et en Amérique du Nord. Donc, si vous êtes passionné de Star Wars et vous voulez discuter avec nous, allez sur la page StarWars.direct dans la section recrutement. Et aussi, nous avons dans notre boutique sur StarWars.direct section boutique où vous pouvez acheter des t-shirts de Star Wars en direct. Et en Europe, vous pouvez aussi vous procurer des tasses. On en profite pour remercier nos partenaires Mint Box, Star Wars Holonet, Siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Sur ce, on va en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors, notre sujet principal ce soir est le roman solo de Mur Lafferty. Donc, le roman qui est paru au mois de septembre dernier, donc on est un peu en retard. Le roman, ils ont fait un peu ce qu'ils ont fait avec The Last Jedi, donc c'est l'histoire du film en roman, mais ils ont rajouté plusieurs séquences qui ne font pas partie du film. Certaines séquences sont des scènes inédites qu'on a pu voir sur le Blu-ray de Solo. D'autres, c'est des scènes qui ont été ajoutées par l'auteur qui rajoutent beaucoup de profondeur au film. Alors, ce que je suggère qu'on fait en premier, on peut faire une critique non spoilers. Chacun peut dire ce qu'il pense du livre. Et ensuite... on va aller dans les spoilers des nouvelles scènes, donc ceux qui ne voudront pas savoir ce qui se passe pourront arrêter l'émission à ce moment-là. Alors, Danny, si on commence avec toi, quelles furent tes impressions du livre? Oui, j'ai beaucoup aimé cette novélisation. On dit beaucoup depuis le début le roman solo, mais c'est la novélisation en fait, donc c'est l'adaptation du film. Je dois dire que j'ai bien aimé celle-là, comme toutes les autres novélisations de Disney d'ailleurs, puis je suis prêt à dire que je préfère les novélisations qui ont été faites depuis que Disney est propriétaire de Lucasfilm. Pourquoi? C'est parce que elles apparaissent après le film au lieu de dans le temps de l'épisode de la prélogie, par exemple. Puis, qu'est-ce que ça fait en fait? C'est que ça donne le temps aux auteurs de voir le film, d'adapter leur manuscrit qu'ils avaient déjà fait à partir du script, puis de le peaufiner, puis de rajouter des trucs après. Puis ça donne, selon moi, des meilleures novélisations avec un peu plus de viande autour de l'os. Puis, ok, je vais faire une exception, la novélisation de l'épisode 3 de Matthew Stover, qui est encore une des meilleures de tous les temps. Mais, de façon générale, pensez-y, là, la novélisation de Rogue One, Last Jedi, celle-ci, peut-être moins celle de The Force Awakens, mais de façon générale, les novélisations étaient excellentes, puis rajoutaient toujours quelque chose de plus au film. Puis à chaque fois qu'on réécoutait le film par la suite, ça nous faisait apprécier le film encore plus. C'est le cas dans celui-là aussi.
surtout que des bons extras qu'on va vous parler plus tard. Puis j'ai eu aussi la chance de lire une bonne partie de la novélisation avant que le Blu-ray paraisse, puis avant de voir les bonus. Donc j'ai pu avoir la surprise de lire les scènes coupées plus en détail avant même de les voir à l'écran. Donc j'étais pas au courant du tout des scènes qui allaient sortir sur le Blu-ray, puis j'ai lisé, puis je trouvais ça vraiment génial. Bon, après je les ai vus. Ok, j'avais plus la surprise, mais je trouvais ça intéressant d'avoir la surprise en le lisant. Ouais. Puis j'ai bien sûr aimé tous les ajouts au roman qui ont été faits par la suite. Et puis, comme je viens de le dire, ça améliorait l'expérience d'un revisionnement par la suite. Et dans certains cas, ça a répondu à certaines questions que je me posais en sortant du film. Je n'irai pas en détail, mais tu vois quelque chose, pourquoi Cancelo a réagi de même, pourquoi que tel truc, ben dans le roman ça l'expliquait. Puis ça, je trouvais ça important parce que quelqu'un qui a juste vu le livre comprendra pas nécessairement, un peu comme pourquoi Luke tire son sabre laser par-dessus son épaule. Ben il y a une explication derrière ça dans le roman. C'est un peu dans ce sens-là. On parle ici sans spoilers. Ben, si vous avez vu le film, puis vous devriez l'avoir vu maintenant, là. Ouais, c'est ça. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Bon, ben, vous connaissez l'histoire de la novélisation, clairement. Si vous avez vu les bonus du Blu-ray, ben, vous connaissez la majorité des scènes supplémentaires qu'il y a dans le roman. La plus-value, vraiment, c'est tous les petits détails. Les petits détails sur les personnages, comment ils ont évolué entre les sauts temporels du film, parce que ça saute. On saute dans le temps dans le film. Ouais, il y a certaines scènes qui se passent dans ces périodes temporelles qu'on voit pas à l'écran. On voit aussi qu'est-ce qu'ils pensent à un moment précis, les personnages, qu'est-ce qui s'est passé hors du champ de caméra. Il y a des scènes aussi que on a un autre point de vue que qu'est-ce qu'on a dans le film. Ça, je trouve ça intéressant aussi. Puis de façon générale, Mur Lafferty a fait un excellent travail. Puis je dis un gros chapeau pour la dernière scène du roman, qui fait une super synergie avec le film Rogue One. J'en dirai pas plus. On va en parler plus tard. Je vais arrêter ma critique là. Je vais donner ma note à la fin. Je vais vous laisser parler un petit peu. Parfait. Francis? Ouais, ben, je suis pas mal d'accord avec tout ce que Danny a dit. Moi, je me suis noté que c'était une excellente adaptation, sans doute l'une des meilleures sur les 4 là, de l'ère Disney. Je mentionnerais entre autres que j'ai adoré la couverture. Donc, pour certains, ça peut avoir l'air idiot, d'autant si c'est un audiobook, là, mais c'est le genre de couverture que j'ai hâte d'avoir dans mes mains. Moi, j'attends la version française pour l'acheter. Et je suis sûr que ça va faire magnifique dans ma bibliothèque. Donc, le style vieillot, là, exprès, là, je sais pas si vous avez l'image en tête, là, ou dans les mains. Moi, j'avais l'impression que c'est l'affiche. c'est pas l'affiche. Ça dépend, c'est ça. Il y avait plusieurs affiches quand même, là. Mais oui, c'est le style, justement, vieille affiche, un peu western, là, tu sais. Donc, je voulais le mentionner. Je dirais que la différence avec les autres adaptations, ça va faire écho un peu avec ce que tu as dit, Danny, c'est que en plus des extras quand même très nombreux, par rapport au film, tu parlais de synergie, c'est un peu ça. Je trouve qu'il y a beaucoup d'extras, plus que dans les autres adaptations, qui font écho à d'autres livres ou à d'autres films. Évidemment, il y a l'épilogue, là, on en parlera tantôt, mais il y a beaucoup de répliques aussi, puis de moments que je me suis dit, ah, ça c'est Most Wanted, ça c'est Last Shot, ça c'est ci, ça c'est ça. Vraiment, des fois, là, des répliques qui faisaient parfaitement écho à une autre réplique de Last Shot, qui est pourtant pas un roman là, que j'ai adoré, mais celui-là, justement, vient améliorer l'expérience non seulement du film, mais aussi d'autres œuvres. Donc moi, personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, là, vu que je les lis toutes. Et tu sais, c'est pas le premier film non plus qu'il y a plusieurs livres qui lui sont rattachés. C'était le cas pour Rogue One, c'était le cas pour les autres. Mais c'est ça, je trouve que quand je compare mettons, je mets Rogue One, l'adaptation, Catalyseur, puis Rebel Rising, c'était connecté, mais c'était vraiment pas parfait tout le temps. Il y avait quelques petites contradictions. Puis un enrichissait
pas tant que ça l'autre, ou tandis que là, vraiment, c'est le cas. Comme tu disais, moi, je m'étais noté que ça fixe quelques petits reproches que j'aurais eu pour le film. C'est un film que j'ai adoré, mais comme tu disais, c'est un film que tu sors avec quelques questions. Tu dis, ok, ouais, mais pourquoi ci, pourquoi ça? Ça, je trouve que c'est vraiment une réussite de ce côté-là. J'ai même hâte de revoir le film pour voir si je trouve d'autres d'autres questions pas répondues. Parce que vraiment, il y a énormément de réponses là-dedans. Les personnages beaucoup plus en profondeur. On est souvent dans leur tête. Ce qui est quand même pas pire là, parce qu'il y a bien des personnages secondaires. Je m'étais noté entre autres Chewbacca, même quand il parle, on comprend rien. Donc le fait d'être dans sa tête, ça nous aide quand même beaucoup. Entre autres à comprendre là, ses motivations, sa situation au début du film, etc. Moi, justement, comme je disais tantôt en intro, je viens de finir la lecture de Riposte, Dette de vie. Puis justement, l'histoire de ce roman-là, c'est l'aboutissement des motivations de Chewbacca depuis sa rencontre avec Han Solo dans Solo. Donc, j'ai trouvé ça vraiment le fun là, de ce côté-là. C'est vrai, tu me fais penser parce que c'est vraiment ils retournent chez eux finalement, c'est ça, dans Dette de vie. Ben c'est ça, exact. On comprend pourquoi Chewbacca est resté avec Han tout ce temps-là, puis on comprend l'inverse pourquoi Han se sent autant endetté là, envers Chewie pour ça. Là. C'est quand tu dis que c'est depuis tout ce temps-là qu'il y a ça dans leur relation, on va dire. Je me suis noté qu'il y avait énormément de stock sur Qi'ra. Donc ceux qui avaient trouvé malheureux, qui avaient aimé le personnage, puis qui avaient trouvé malheureux qu'il soit pas plus développé dans le livre, vraiment là, celui-là en apporte quand même. Je pense qu'il apporte plus d'infos sur Qi'ra que sur, par exemple, Anne ou sinon, je m'étais noté aussi sur L3 puis Beckett. Donc des personnages qui manquaient peut-être un petit peu de profondeur, surtout du côté de Beckett. Moi, ça me réconcilie, honnêtement, avec plusieurs personnages. Surtout L3, qui était vraiment, si j'avais un personnage à dire que dans le film, j'ai pas apprécié, là, ce serait le droïde L3. Alors que, puis même chose dans le roman Last Shot, parce qu'il était présent aussi. Dans les deux cas, c'était un personnage qui me tapait ses nerfs et que je trouvais que c'était trop. Alors que là, justement, ça vient me réconcilier beaucoup là, avec celle-là. Sinon, je m'étais noté, c'est ça, je l'ai plus ou moins déjà dit, mais que ça fit parfaitement en trio ou en trilogie de livres avec Most Wanted puis avec Last Shot. Donc, ça, une chose est certaine, c'est que si vous n'avez pas lu aucun des trois, je vous suggérerais de les lire dans l'ordre. Donc, commencez par Most Wanted, ensuite Solo, et ensuite Last Shot. Donc, Baroud d'honneur, là, qui est déjà disponible en français. Et sinon, on peut peut-être mentionner aux auditeurs que la sortie française, même si on n'a pas de date exacte, on a quand même une très bonne idée, justement. On parlait de l'émission tantôt. On s'est fait confirmer lors de cette émission-là, là, avec la directrice de chez Pocket, que justement, ils vont faire exprès de sortir Most Wanted et tout de suite après cette adaptation-là de Solo. Et Most Wanted, on a la date, c'est au mois d'août qui s'en vient. Donc cet été, au mois d'août. Donc on peut supposer peut-être septembre ou octobre max pour Solo. Ouais, donc, je pense que c'est septembre. Ouais, il avait laissé comme un trou justement pour une sortie possible. Fait que donc le seul aspect légèrement négatif que je m'étais noté en conclusion, c'était les scènes d'action. Donc j'ai trouvé que ça manquait peut-être un peu de tension. Et c'est certain que c'est un film qui visuellement est grandiose. Il y a certaines scènes, moi que je pense par exemple à la guerre style Première Guerre mondiale dans les tranchées sur Minban, que je pense à la Kessel Run dans les nébuleuses et le monstre gigantesque, etc. J'ai trouvé, c'est certain que là on lit ça après avoir vu le film, mais il me semble que j'ai déjà lu plein de livres qui me semblent qu'il y avait beaucoup plus de tension et qu'on se figurait beaucoup plus l'ampleur puis l'aspect grandiose dans les descriptions du visuel. Fait que ça serait peut-être le petit point négatif que j'aurais. J'avoue que ça doit pas être évident à décrire quelque chose d'aussi détaillé et puis comme c'est clairement fait pour un film d'effets spéciaux, d'essayer de reproduire ça.
de façon écrite, Ben, mon premier ça doit réflexe, pas être c'était ça facile, aussi. hein. C'est ça, mon premier réflexe, c'était de me dire, bon, c'est un livre, si on veut plus de profondeur, ça veut dire qu'on est plus dans les ressentis des personnages, etc. Donc, c'est sûr que pour les scènes d'action, ça réduit un peu la rapidité, etc. Mais en même temps, c'est ça, je me suis dit, ok, des romans policiers ou des romans d'action, j'en ai lu, puis justement des romans hyper détaillés, full description à la Jules Verne, par exemple. Donc, c'est ça. Moi, ce serait ma légère critique. Et tu disais qu'on gardait la note pour la fin? Ouais. Parfait. Fait que ça fait le tour pour moi. Excellent. De mon côté, je suis dans la même direction que vous. J'ai trouvé l'écriture de l'auteur, je l'ai trouvé excellent. Elle est très bonne pour ajouter de la profondeur au personnage. J'ai noté les scènes d'action, un peu comme toi, Francis. Je trouvais que les scènes étaient pas capable de décrire aussi précisément ou, comme tu dis, mettre la tension qu'on devrait vivre. Contrairement à d'autres auteurs, si on prend Timothy Zahn ou on prend Matthew Stover, je me rappelle de quand il avait écrit le roman de Revenge of the Sith, mais aussi le roman de New Jedi Order qui était sur Jason Solo. Je me souviens... Traitor, merci. Les scènes d'action là, qui faisaient, là, c'était comme tu avais l'impression tu étais capable vraiment de visualiser la scène dans ta tête. Celui-là, peut-être parce que le fait, c'est une traduction de livre, mais tu sais, c'est pas le premier qu'on lit, la première novelisation d'un film. Puis comme si je parle de Last Jedi qu'on a eu l'année dernière, ben t'es capable de voir les scènes d'action en même temps que l'auteur les décrivait. Donc c'est peut-être, je dirais pas que c'est pas une faiblesse de l'auteur, c'est juste c'est pas sa spécialité. Je pense que c'est plus un auteur qui est très bonne à décrire les personnages, mettre de la profondeur et qui est bonne aussi avec les discussions, le langage et tout. Là. Mais je pense que c'est une bonne idée dans le cas d'une novélisation parce que surtout que maintenant ils sortent par la suite. Donc on l'a vu le film, on l'a l'imagerie dans notre tête. C'est le temps de mettre l'emphase sur plus de détails sur les personnages, à quoi ils pensent. Je pense que c'est peut-être ça le but aussi. Je pense qu'ils doivent avoir un nombre de pages maximum aussi qu'ils doivent respecter. Donc, on peut pas partir dans des romans de 1000 pages comme Lord of the Rings ou ben Game of Thrones. Là. Non, c'est ça, exactement. Fait que, j'imagine qu'ils sont limités. Fait qu'ils coupent à quelque part pour améliorer autre chose. C'est ça. Puis, ce que je trouve bien, tout comme la novelisation de The Last Jedi et de Rogue One, c'est tout ce qu'ils mettent en entour de l'histoire. Donc, il y a des séquences qui ont été coupées au film. Il y a d'autres séquences que c'est l'auteur qui a écrit à partir d'idées de scénario puis tout ça. Donc c'est vraiment hot parce que ça rajoute beaucoup de profondeur à l'histoire. Il y a certaines séquences, t'étais pas trop sûr dans le film pourquoi que tel personnage réagissait de telle façon comme Han Solo ou quoi. Puis là, tu réussis à comprendre. Fait que ça c'est vraiment le fun. Puis il y a deux scènes, moi, que je trouve vraiment bien qu'elle a rajouté. Il y a la scène finale qu'on va parler tantôt dans les spoilers. Et la scène humoristique, pour moi, c'était Chewbacca qui est dans la douche du faucon. Je vais juste m'arrêter là. Ouais. J'ai trouvé ça très drôle. Et pas la séquence que vous voyez dans le film. Non, c'est ça. C'est pas la séquence que vous voyez dans le film. Donc, c'est drôle. C'est une petite touche d'humour. Donc, j'ai trouvé très bien le livre. Puis, comme Francis a mentionné, c'est bien parce que ça met Most Wanted et Last Shot en valeur aussi. C'est comme si les trois livres font une histoire. Donc, c'est vraiment bien pour ça. J'ai très bien aimé. Alors, on peut y aller avec nos notes. Danny, toi, quelle note tu y donnes? Oui, ben si on y va avec la tradition de la littérature, c'est sur 20, donc j'ai mis 16 sur 20. Parfait. Excellent. Francis? Moi, j'ai mis un 17 sur 20, on est proche. Oui. Moi, je suis comme Francis. Moi aussi, j'ai mis un 17 sur 20. C'est un très bon livre. Ceux qui lisent en anglais, si vous êtes capable, procurez-vous le livre. Vous allez avoir un bon divertissement. Et pour ceux qui attendent la version française, lorsqu'elle va paraître plus tard cette année, je vous la conseille fortement.
Ou encore mieux, écoutez nos épisodes de Star Wars en direct sur Most Wanted et celui sur Baroud d'honneur aussi. Donc, on a déjà discuté de ces romans-là. Donc, allez dans nos archives et vous allez pouvoir les réécouter. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Effectivement. Donc, avertissement spoilers, ceux qui ne veulent pas avoir la surprise ruinée, c'est le moment d'arrêter l'émission. Sinon, on vous avertit, on y va en spoilers, on va décrire, on va aller en détail du moins dans les séquences qui ont été ajoutées. La première séquence, c'est le prologue du livre. Mm-hmm. Le prologue, ça explique comment le film commence finalement. Où est-ce qu'on voit Han qui rencontre Kira quand ils vont rencontrer Lady Proxima qui veut le voir et tout. Qu'est-ce qui est arrivé, qui sont le deal qu'il devait faire, ça a tourné au vinaigre, comme on dit, il s'est fait voler. Et il a réussi à garder un des tubes de coaxium. On apprend donc dans le prologue comment il a réussi à avoir ce tube. Donc, on le voit qui rencontre des personnes à qui devait vendre le coaxium pour l'argent. Sauf que il devait donner 7, si je me rappelle, c'est 7 tubes qu'il devait donner. Puis au début, il en trouve juste 5. Puis là, il y en avait un autre dans ses poches qu'il a trouvé dans son sac. Puis l'autre, c'est lui qui l'a caché. C'est celui qu'on voit dans le film plus tard. Et à cause de ça, les personnes avec qui faisait le deal décident de le battre, de le maltraiter. Donc, ils le battent, ils volent les 6 tubes de coaxium, puis son argent. Et Han, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vole le speeder, la personne principale à qui il faisait le deal, le speeder qu'on voit dans le film Solo. Qui était le début du film, en fait, quand il se sauvait au début du film, c'est ça. Ouais, c'est vrai, le film commençait sur des flashs de lumière, que c'était les étincelles quand il essaye de démarrer, là. Le speeder. Speeder qui est confirmé être un speeder de course, de street racing. Mm-hmm. Donc ça aussi, ça fait écho à Most Wanted. Mm-hmm. Ben oui, c'est vrai. Alors, je sais pas si vous avez des commentaires face à cette scène ou non. Ben, c'est un détail intéressant à savoir. Anne était là-dedans aussi pour lui-même, puis lui et Kira, ils veulent quitter. On l'a appris dans Most Wanted, ils veulent quitter Corellia, donc on voit une action concrète de Han Solo pour essayer de se ramasser de l'argent pour quitter l'espèce de prison physique psychologique qui est Lady Proxima en fait. Mm-hmm. On comprend aussi que c'est lui qui a fait échouer le deal, là, dans le sens que c'est lui qui a provoqué la situation. C'est ça. Et moi, ce que j'ai trouvé cool, c'est la façon, juste les réponses qu'il y avait, qu'il disait, tu voyais vraiment comme genre Harrison Ford ou j'ai perdu le nom de l'acteur là, qui est dans le film, là, tu voyais vraiment, comme moi j'étais capable de voir les deux acteurs vraiment faire ces répliques-là. Tu sais, des fois, quand un auteur écrit un personnage, t'es comme, ah ok, ouais, ça peut être lui, mais il me semble qu'il le dirait pas comme ça, tu sais. Puis, mais ces séquences-là, je trouvais que les dialogues de Han étaient vraiment dedans. Là. Hey, c'est pas drôle, je me souviens même pas du nom de l'acteur moi non plus. Je sais qu'il y a un nom qui sonne allemand. C'est Aaron Reich, quelque chose comme ça, son nom de famille. Moi, j'ai jamais été capable de le prononcer, donc j'aime mieux pas m'essayer. Mais c'est son prénom, c'est quelque chose Aaron Reich. Alden Aaron Reich, ok. Alden Aaron Reich. Ok. On va dire l'allemand. On va l'appeler l'allemand. Mais il y a un nom de connote qui ressemble beaucoup à un nom allemand. Donc, ça, c'est la première séquence. Alors, si on va à la séquence... Qui était nouvelle, c'est ça, c'est une séquence inédite. Oui. Donc, la deuxième séquence, j'avais marqué s'échapper de Corellia. Ben, en fait, il y a la scène coupée là-dedans qui se sauve dans le wharf, donc dans le marché côtier ou le marché naval. Je sais pas comment, le marché où est-ce qu'ils vendent des poissons, là. Ben, c'est les deux, en fait. C'est que ils commencent par, justement, plus l'aspect chantier naval, puis après, ils se ramassent au marché, justement, poissonnier, là. Ouais. Qu'on a pu voir dans une des scènes inédites du Blu-ray de Solo. C'est ça, le marché du port, disons, un peu, là. Fait que c'est ça. Ça, c'est une scène qu'on a vue dans le film, donc on ira pas en détail. Bon, il s'en va dans un baril, etc., là. Ouais, avec les anguilles. Ben, moi, je m'étais noté dans les petits plus que
comment dire, par rapport à la scène coupée, justement. Il y a une emphase mise sur l'aspect, je pense que c'est répété au moins 2-3 fois, là, que Anne essaye de se rapprocher, là, on va dire ça comme ça, pour être poli, de Kira pendant qu'il est dans le baril dans le gay. Puis elle en revient tout simplement pas. Tu sais, que comment choisir le pire moment, le moins romantique aussi. Mais c'est encore plus soutenu là, que dans le film, que sur le Blu-ray, là, que dans la scène coupée. C'est ça. Je m'étais noté aussi qu'il y a au moins 2 fois au cours de toute cette séquence-là, si on peut dire, là, de ceux qui essayent de s'échapper, Kira rappelle à quel point elle est complètement découragée, à quel point il improvise, puis il n'y a pas de plan. Il fait n'importe quoi, tu sais, puis donc ça m'a rappelé la Kira et le Anne de Most Wanted. Parce que tout le livre était sur ces 2 thèmes-là. La personne qui fait toujours des plans pour tout, puis la personne qui improvise en toute situation. Ouais, qui agit c'est un coup de tête ou par impulsion. Là. C'est ça. Sinon, petit détail que, évidemment, là c'est parce qu'on est dans la tête d'un personnage, donc on pouvait pas voir ça dans le film, mais j'ai trouvé intéressant d'être dans la tête de Moloch, qui poursuit Anne, et Moloch qui envisage même justement pas un coup nécessairement, mais de remplacer éventuellement les Proxima. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de toute la dynamique. Là, il explique pourquoi il s'entoure de tel ou tel autre gangster, on va dire. Là. Donc, même si c'est un personnage secondaire, moi, j'adore approfondir les personnages secondaires. Donc, j'ai trouvé ça le fun d'approfondir un gros méchant qu'on voit juste au tout début du film. Parlant d'approfondir, on s'échappe encore de Corellia. Il arrive un peu aux douanes, si on peut dire, dans le film. Puis, à ce moment-là, on a vraiment un point de vue intéressant. On rentre dans un personnage qui est comme vraiment même tertiaire dans le film, qui est l'agente de douane, que j'ai noté son nom, Faltena Cherish, quelque chose comme ça. Qui est au poste de douane. Donc, on rentre dans sa tête. Elle commence son cadre de travail. Elle regarde son écran. Elle apprend que, il y a 2 scumrats qui sont recherchés. D'après, qu'est-ce que je me souviens, elle est habituée aux bribes. Comment on dit des bribes Des pots de vin. Les pots de vin. Elle est habituée aux pots de vin pour laisser passer. Elle veut aussi s'en aller de Corellia, c'est pour ça qu'elle prend des pots de vin. Et puis, elle est très, très avare. Donc, si je me souviens bien, c'est volontaire un peu qu'elle a juste laissé passer Anne parce qu'elle voulait plus d'argent ou quelque chose comme ça, ou je me souviens plus exactement. Mais on rentre dans la tête de cette femme-là et je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est quelque chose que on voyait sa motivation aussi à la douanière, en fait. En fait, je pense même que c'est la première confirmation qu'on a comme quoi que ce soit les Stormtroopers, les soldats, les officiers de l'Empire sont bel et bien des salariés. Donc, sont payés. Donc, ça a l'air niaiseux, mais je pense que ça avait jamais été confirmé comme tel qui recevait vraiment un salaire. Et là, elle, justement, la raison de son avidité, de ses pots de vin, etc., c'est qu'apparemment, leur salaire, c'est pathétique, là. Et je doute que Palpatine tolère les syndicats, donc... je pense que ça change aussi facilement. C'est ça. Mais bref, j'ai trouvé ça intéressant, cet aspect-là. Pour revenir sur ce que tu disais, c'est ça, si je me souviens bien, elle laisse passer seulement Anne parce que justement là, ça dégénère. Il y a Moloch puis ses chiens, tout ça, qui ont repéré Kira puis Anne. Puis là, dans sa tête, pas qu'elle panique, mais dans le fond, elle fait le calcul que elle peut pas se permettre de continuer de faire comme si tout était beau. Là, fait que c'est elle qui déclenche l'alarme, justement pour plus ou moins avoir patte blanche. Faut qu'elle prouve qu'elle fait son travail. Ouais, donc, c'est ça. Elle coupe la porte, montrer qu'elle aide ceux qui poursuivent, qu'elle n'est pas complice de ces deux fugitifs-là. Et au final, c'est elle qui a le coaxium dans ses mains après. Mais bon, on sait pas ce qui arrive avec elle. Qui sait, on va peut-être avoir une nouvelle un bonjour là, qui va nous expliquer qu'elle a été torturée
par un officier de probité du BSI, là, ça pourrait même être Singir, là. Ouais, ben oui. Bref, je m'égare. Excellent. La prochaine mention... Avant, je voudrais juste mentionner que c'est tout de suite après que Anne, lui, est passé au bord de la clôture. C'est comme la sécurité. Maintenant, il peut pas sortir du port. Il y a plus d'argent. Il y a plus rien, là. Han Solo. Puis c'est là qu'il va rencontrer il va voir que sa seule façon de quitter, c'est de s'engager dans l'Empire. Parce qu'il y a un bureau de recrutement. Et c'est là qu'il va obtenir son nom. Et qui était une des questions de plusieurs, je crois, qui avaient déçu plusieurs enfants en voyant le film, que Solo, c'était pas son vrai nom. Que c'était pas son nom de famille de naissance. Puis le monde trouvait ça un peu étrange. La réaction de Anne, etc. Ben, dans le roman, on a une réaction. On est dans sa tête lorsqu'il reçoit son nom. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le mentionner ou j'y vais? Vas-y. OK. Bon, en fait, l'officier lui assigne, tiens, tu vas t'appeler Solo. Han Solo, là. Han réfléchit. Et puis il dit, je pense que ça va faire l'affaire. Ça me décrit bien ce titre-là. J'aime bien ce nom-là. Donc, Han apprécie le nom qui a été choisi. C'est pas quelque chose qu'on voyait dans le film. On pensait qu'il avait juste accepté puis c'était un nom qui avait été donné pour aller dans l'Empire, en fait, parce qu'il avait besoin d'un nom de famille. Mais Han apprécie son nom. Donc, à tous les fans qui étaient comme déçus, soyez rassurés, Han aime son nom de famille. Ouais, dans le fond, ça lui permet de couper les ponts avec son passé en même temps. C'est une façon pour lui de repartir à neuf. Parce qu'il venait de perdre Kira, puis là, il voulait, il était plus proche de ses parents, puis tout. Fait que, pour lui, comme il était tout seul, il y avait plus personne en entour de lui. Fait que pour ça, Solo, ça matchait bien. Mm-hmm. Ensuite, donc, on a Han Solo qui est à l'Académie impériale. Donc, cette scène, on a pu la voir dans une des scènes inédites du Blu-ray de Solo. Donc, on va pas y aller en détail, mais c'est la scène où Han Solo décide de sauver un de ses coéquipiers. Donc, il refuse l'ordre qui lui a été donné. Il va sauver son coéquipier et il écrase le vaisseau dans le Star Destroyer. Et ensuite, il fait face à... Le tribunal. Merci, au tribunal de l'armée, justement parce qu'il n'a pas obéi à l'ordre qui lui était donné. Et en plus, il a causé des dommages matériels. Mm-hmm. Et c'est là qu'on voit Tag et Big, qui sont deux personnages connus des bandes dessinées de Dark Horse. Dans les années 90, même début 2000. Mm-hmm. Ils ont été canonisés. Oui, c'est ça, exactement. Mm-hmm. Mais cette scène, cette grande scène-là est immense pour moi, dans le sens que on voit la scène coupée qu'on voit en fait, c'est deux petits extraits qu'on voit dans les extras du Blu-ray. On voit Anne en train de piloter, et puis on voit plus le tribunal devant le Commodore qui décide de le réassigner dans l'infanterie à la fin. Mais avant ça, on a un saut dans le temps qui est assez intéressant. Donc, il y a deux informations vraiment intéressantes. La première, c'est que on voit les premiers moments de Anne dans l'Empire. Puis, on voit qu'il fait beaucoup d'insubordination. Anne, il est pas... il improvise, etc. Mais... il y a un cas particulier, puis c'est le capitaine Wetting qui s'appelle Wetting Wayne, qui a un dossier sur Anne, puis après discussion avec un autre officier, il décide non, il faut le garder parce qu'il a beau être indiscipliné et tout, c'est un super bon pilote, il faut vraiment le garder. Le meilleur, en fait. Si je me souviens bien, c'est le meilleur depuis longtemps, quelque chose comme ça. C'est ça. Fait que le capitaine, il dit, on va juste lui enlever ses privilèges de pilotage pour une semaine, il va sûrement se replacer. Après ça, on saute 3 ans plus tard. Donc, on voit ici, ça, c'est des choses qui se passent
hors du champ de caméra dans le film. Là, on apprend un peu qu'est-ce qui se passe, Anne, pendant qu'il est dans l'Empire. Et là, dans la scène coupée du Blu-ray, on voit juste la fin de cet extrait-là, donc quand il s'écrase. Mais on apprend, bon, Anne, il est en mission de patrouille, je pense que c'est une patrouille, ou un exercice, puis ça a l'air plus d'une patrouille. Il est dans l'escadron Onyx, je sais pas comment le prononcer, O-N-Y-X. Et si je me trompe pas, Francis, toi tu l'as lu récemment, c'est dans des TIE Interceptor et non des TIE comme on voit dans le film. Vrai? Est-ce que je me trompe? Oui, c'est des TIE Interceptor. Ouais, exact, c'est ça, qui était pas pour l'entraînement, mais il me semble que c'est précisé là, pourquoi c'est pas des TIE Fighters ordinaires. Mais ça, par contre, je me souviens pas. Mm-hmm. Donc, un petit détail, Anne est Onyx 9. Puis, un autre affaire que j'ai remarqué, c'est que dans les TIE, il y a aussi des droïdes intégrés au vaisseau pour aider le pilote. Un peu comme pour les unités R2 pour les X-Wing. Donc, dans le cas des TIE, c'est des dans ce cas-ci, c'était MGK 300, qui est un petit droïde avec lequel Han Solo parle. Je pense qu'on le voit, ça, dans la scène coupée. Il parle... je pense qu'il parle en fait, droïde, je sais pas sûr. Dans la scène coupée, on voit juste... ils ont planté une caméra devant sa face pendant quelques minutes. Fait que, on l'écoute s'ostiner avec le droïde. Fait que, je pense que le but, c'est de montrer que depuis le tout début, il s'est jamais bien entendu avec les droïdes. Mais c'était tellement pas développé. Je pense dans toutes les scènes coupées du Blu-ray, c'était celle qui était la moins finie. Complètement d'accord. Puis en fait... Oui, je vais juste terminer. Donc, toute la scène qu'on voit au tribunal, que Anne explique la situation, que se sont fait attaquer par des pirates qui pilotaient des Z-95 Headhunter, qu'il y a un de ses coéquipiers Onyx 2 qui est en danger, mais le chef d'escadron, il voulait que Anne reste en formation. Anne a désobéi et il a sauvé la vie de son coéquipier, mais malheureusement, il a été endommagé, puis ben, c'est là, comme tu dis, qu'il s'est écrasé dans le docking bay du Star Destroyer, mais il a sauvé la vie quand même de son coéquipier, mais il a désobéi aux ordres. Donc, c'est pour ça qu'il est en cours martial, hein, d'une certaine façon. Là. Donc, mais on voit la scène au complet se passer. On voit... Je visualisais très bien la bataille spatiale là, dans ce cas-ci. Là. Ouais, puis juste, excuse Francis, c'est juste une petite correction, c'est pas un TIE Interceptor, mais c'est les TIE RB qu'on voit là, dans Solo, justement. Celui qui est comme le canon sur le côté. Ok, je pensais que c'était des TIE Interceptor pour une raison quelconque. Ok, c'est bon. Non, c'est ça, c'est celui qu'on voit dans le Maelstrom plus loin là, quand ils vont à Kessel. C'est ça. Mais c'est ça, je pense que c'était la grosse challenge avec les TIE Fighters traditionnels, c'était la présence de l'intelligence artificielle ou du droïde, si on peut dire. C'est pas un droïde qu'ils peuvent enlever. Là. Non, c'est ça. C'est d'avoir un droïde intégré, puis que Anne, non seulement s'ostine avec, mais il me semble qu'il y a un commentaire, une remarque là, comme quoi c'est toujours négatif, ou c'est toujours... c'est vraiment pas une bonne idée, justement, d'avoir les droïdes dans le TIE Fighter. Moi, je me souviendrais peut-être que tout de suite après ce moment-là, dans le livre, on a justement j'allais dire le procureur, mais non, c'est le Commodore, qui justement répond encore une fois, se dire, ok, il échappe depuis toujours aux sanctions parce que il y a un dossier de pilotage extrêmement bon, mais justement, lui dit que justement au niveau de doctrine militaire, il préfère avoir 100 pilotes ordinaires qui obéissent aux ordres qu'un pilote extraordinaire qui désobéit sans arrêt. Donc, et c'est là que tout de suite après, là, c'est le procès, on va dire. Ou la comparution devant la cour martiale. J'ai pas lu les BD qui font sur Solo, mais on doit éventuellement voir un peu ces scènes-là dans les BD qu'ils vont faire en VO présentement. Là. Ben, malheureusement, est-ce que c'est possible, non? Oui et non, j'aurais dû, c'est niaiseux, ça aurait été une très, très bonne idée de ma part de les lire en préparation de l'émission. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de moments qui sont pas du tout dans le livre. Okay. Donc, il y a tout un bout là où justement
pas il corrompt, mais il amène ses collègues pilotes là au casino, puis justement il les met tout le temps dans le trouble, donc mais ça par contre ce qui est mentionné dans le livre justement c'est que ses confrères pilotes justement ils veulent plus trop piloter avec lui parce qu'eux autres aussi ils mangent toujours de la merde à cause de ses choix. Mais ouais, malheureusement j'ai pas lu l'entièreté de la série là. Je sais même pas si elle est finie en date d'aujourd'hui. Okay. En fait, ils font juste développer sur le fait qu'il fait beaucoup d'insubordination puis qu'il fait à sa tête puis c'est juste ça en fait. Moi j'aime ça en plus, je me reconnais là-dedans parce que tu vois quand j'ai quitté l'armée il y a très longtemps maintenant, mon dossier personnel précisait justement insubordonné. Fait que je me reconnais un petit peu. Ok. En Han Solo. Sinon, pour ce qui est du procès, on a parlé vite de Tag et Bing tantôt. Moi j'ai trouvé ça super le fun, la mention par l'auteur que justement Han les considère comme à éviter parce que tôt ou tard, ils vont se tuer là, à force de faire des conneries. Donc, il dit quelque chose comme « faut surtout pas me fier à eux autres. » Alors, je me suis noté par contre que, à sa grande surprise, dans le fond, lui, il est quasiment content d'être réassigné, de seulement être réassigné à l'infanterie. Il me semble qu'il dit qu'il s'attend, il est surpris de ça. Il pensait vraiment que ce serait pire comme sentence. Puis c'est après évidemment sur Minban qu'il réalise le jeu de mots là, du Commodore qui dit tu veux voler là, tu vas voir, tu vas voler. Tu vas voler, ouais. Parce que lui, c'est ça, il demande au Commodore, mais c'est super là, aller jouer à l'infanterie, mais combien de temps avant que je puisse revoler? Fait que ça, le Commodore, il dit toi si moi tu vas voler. Puis là, c'est là qu'on voit dans le film qu'il revole après une explosion, ouais, c'est ça. Excellent. OK. Une autre chose que j'ai noté, qu'on a parlé un peu, c'est, je pense que vous aviez des commentaires ou des détails sur la mort de Rio, Corso et Val. En fait, la mort de Rio est sensiblement la même que dans le film. On n'apprend pas énormément de plus. On sait sur Mimban, par contre, que la bande de Beckett, il était 4. En fait, je sais qu'une petite scène coupée du Blu-ray qu'on voit le 4e membre mourir, qui s'appelle Corzo. Donc, c'était le 4e membre de l'équipe de Beckett. Donc, il meurt sur Mimbam lors de l'attaque de l'Empire. Et puis, on apprend un peu par la suite que au départ, l'équipe de Beckett, c'est Anne qui voulait, qui était prête à garder dans l'équipe, mais Chewbacca était là. Donc, ils ont choisi Chewbacca aussi parce qu'il est fort, il est vraiment tough. Et puis Corzo, il était un peu aussi le tough de l'équipe, les muscles de l'équipe. Donc, ils ont remplacé Corzo par Chewbacca, en fait. Donc, c'est le choix pourquoi que Chewbacca était dans l'équipe aussi. On apprend aussi, au moment de la mort de Val, on fait comme une espèce de flashback, un retour dans le temps un petit peu. On apprend 2 petits détails sur Rio puis sur Beckett. Donc, premièrement, sur Rio, on apprend que il a déjà été mangé par une créature aquatique géante et qu'il s'en est sorti en se frayant un chemin avec son blaster. On peut imaginer le bordel sanglant que ça l'a créé en sortant un peu, en explosant en dehors de la bête. Puis l'autre chose qu'on apprend aussi, c'est un peu un penchant amoureux, un peu voir comment que Val et Beckett se sont rapprochés. C'est que Beckett, à l'époque, s'était fait kidnapper par une reine d'un monde aux bordures extérieures de la galaxie. Puis cette dernière reine se cherchait un mari. Donc, elle avait kidnappé Beckett. Val l'a finalement retrouvé et elle l'a libéré en confrontant le champion de la reine lors d'un combat et elle a gagné. Imaginez-vous un peu une bataille de champions comme dans Game of Thrones. Hein? Bon. J'imagine que c'est de ça a été inspiré aussi d'ailleurs. Et puis, elle a gagné, mais il y a une mention qu'elle a triché avec des explosifs. Ça, je me souviens plus du détail en particulier, mais c'est ce que je me souviens. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui se souvenait plus de détails que ça? Non, je sais pas.
Je me souviens pas des détails qu'elle a été trichée, mais en fait, ça se déroule pas dans les règles de l'art, là, puis elle est obligée justement de se battre quand même pour le libérer. T'sais, dans le sens qu'il me semble qu'il est pas libéré par la reine là, qui honore sa parole, mettons. Là. Non, c'est ça. Ça doit être ça, qu'elle est obligée de tricher là, pour le libérer après. Là. Moi, sinon, là-dessus, je mentionnerais peut-être par rapport à Rio. Justement leur rencontre, on apprend que pourquoi il était dans l'équipe, on va dire, là, c'est que Val puis Beckett l'avaient surpris une fois en train de même pas d'essayer, en train de voler leur vaisseau. Donc comme ils ont été impressionnés par ses talents et compagnie, ils lui ont proposé de joindre l'équipe. C'est mentionné aussi que en plus de l'aspect là, qu'il s'était sorti lui-même d'une créature, c'est mentionné qu'il les avait souvent sortis de situations difficiles. Donc, c'est souvent lui qui rattrapait le coup. Là. Puis je m'étais noté aussi le fait que quand il meurt puis que Anne va prendre sa place pour piloter le... Je sais plus comment il s'appelle, là, le vaisseau. Le transporteur, là. Porte-conteneur, on va dire. Là. Dans le fond, Anne réalise là que, parce que tu sais, jusqu'à là, il avait plus ou moins méprisé, ou en tout cas, tu sais, il avait passé plusieurs remarques sur Rio en tant que pilote. Mais c'est ça, là, il réalise que avec ses 4 bras, puis son agilité, ben Rio pouvait agir à la fois comme pilote et copilote, les deux en même temps. Donc, tandis que là, Anne, nécessairement, à ce moment-là, il lui manquait un copilote. Fait que ça, il reconnaissait à ce moment-là les talents là, de Rio. Sinon, par rapport à la mort de Val, j'ai trouvé que là, ça venait un peu à tu sais, tantôt en critique, on parlait de fixer un peu les manques dans le film. Moi, j'avais trouvé que la mort de Val puis le après, ça passait très très vite. Pour ce qui est de Beckett, c'est à peine comme s'il avait perdu un autre membre d'équipe, là, tu sais, c'est pas... tandis que là, vraiment, on en comprend que non seulement il a beaucoup de chagrin, mais il est même un peu en état de choc au début. Donc, ça humanise un petit peu plus là, cette perte-là. Il vient de perdre 3 des 4 membres de son équipe, là. Avec Corzo, Val et Rio. Donc, si on saute à la prochaine séquence, qui est quand même une séquence importante, on apprend ce qui est arrivé à Kira entre le moment qu'elle s'est fait capturer, qu'elle n'a pas réussi à s'échapper avec Han sur Corellia, et jusqu'au moment où on la revoit avec Dryden Voss de Crimson Dawn. Donc, ce que le roman nous dit, c'est que lorsqu'elle a été capturée au port spatial, Lady Proxima l'a vendu à un slaver. Un trafiquant d'esclaves, ouais. Merci, un trafiquant d'esclaves, qui l'a ensuite vendu à Dryden Voss. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que elle a tenté de s'échapper plusieurs fois de façon très violente. Et là, Voss, lui, a vu le potentiel que Kira elle avait. Et c'est pour ça qu'elle est devenue son lieutenant. Il l'a entraîné pour être un assassin. Il a réussi à la convaincre de poursuivre le trafiquant qui l'a vendu. Et donc, il lui a offert comme cette vie luxueuse. On apprend aussi que Kira était au courant de Darth Maul avant la scène qu'on voit dans le film. Donc, c'est que le livre sous-entend que Kira elle a déjà parlé à Maul avant la scène dans le film. Mais que c'est dans le film, c'est la première fois qu'elle réalise que Maul, il y a des pouvoirs de la force. Il y a eu une conversation particulière entre Dryden Voss puis Kira au moment où est-ce qu'elle a essayé de s'échapper dans un escape pod, si je me souviens bien. Puis Dryden dit « Qu'est-ce que tu veux, Kira? » Elle dit elle dit « La liberté, je veux être libre. » Puis il dit « travaille pour moi, pas comme esclave, il y a plusieurs opportunités ici au sein de Crimson Dawn. Parlons de ton potentiel. » C'est ça la conversation. Et c'est là qu'on embarque un peu dans tout son entraînement, etc. Puis comme tu dis,
être dans Crimson Dawn, c'est pas comme avoir des menottes en tant que telles, mais Kira aime vivre une vie de richesse et de luxure. Puis être le bras droit de Dryden Voss lui donne ça, donc t'sais, elle veut pas vraiment quitter ça parce qu'elle aime ça, d'un certain sens. C'est vraiment... Ben c'est ça, il lui dit qu'elle sera jamais libre. Que même elle aura beau tenter de s'échapper autant comme autant, ils vont toujours la retrouver. Alors qu'en restant avec lui, bon là, elle va avoir tous les avantages, comme tu dis. Ouais. Moi, je m'étais noté que dans le fond, elle en finit par accepter sa soumission. Alors que, comme tu dis au début, elle a un seul focus, là, c'est s'échapper puis être libre. Puis c'était ça avec Lady Proxima aussi, là. Elle ne pense que liberté, 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 alors que là, lui, petit à petit, lui fait accepter cette soumission-là. Puis, comme tu disais, avec l'Aube écarlate, version française là, de Crimson Dawn, on peut pas quitter ça. C'est impossible de quitter ça. Une fois que ouais, exact, c'est ça. Une fois que t'es dedans, t'es dedans. Moi, je m'étais noté, entre autres, que ça m'avait fait très légèrement tiquer, mais oui, il était question de tentative d'évasion violente, mais bon, encore là, c'est une tentative d'évasion, alors que pour l'initier, on va dire, il lui fait assassiner quelqu'un de sang-froid, là, sans qu'elle soit aucunement en danger, là. Donc, dans la salle d'entraînement, là. Ouais, c'est ça. Donc, un meurtre, là, sans aucune hésitation. Puis, après, c'est une réplique, là, on passe tout de suite à autre chose, comme si de rien n'était, mais elle tue sans se poser de questions. Je pense que c'est aussi à ce moment-là, vous me direz si je me trompe, les gars, je pense que c'est mentionné que l'Aube écarlate serait le plus puissant des 5 syndicats du crime. Oh, ça, je m'en souviens pas. Et mais je suis prêt à le croire vu que Darth Maul est à la tête. Ouais, c'est ça. Ce qu'on savait pas, sinon j'aurais dit le Soleil Noir. Mais bon, depuis que Disney a acheté, a flushé toute légende, ben c'est possible qu'ils ont décidé de remplacer un peu comme la tête que le Soleil Noir occupait par Crimson Dawn. En même temps, ça voudrait dire que cette organisation-là a grossi de façon très très rapide. Et après ça, j'imagine, va décroître, ou en tout cas, pour ce qui est de Maul, on sait qu'à la fin, il est plus à la tête de l'organisation. En tout cas, dans Rebels, je veux dire, il n'y a aucune mention comme quoi il dirige encore quoi que ce soit. Si je me trompe pas. Donc, mais en tout cas, ça ouvre la porte à énormément d'histoires, justement, par rapport à ça. On va voir aussi, peut-être qu'on va avoir un écho de tout ça dans les nouveaux épisodes de Clone Wars. En effet. On verra bien. Ouais. Moi, cet aspect-là, je pense pas que c'est tant à ce moment-là que c'est remarqué. Mais ce clip-là, si on peut appeler ça même, ce flashback-là, m'a fait remarquer à quel point Kira, entre leur séparation, si on peut appeler ça de même, Kira a changé, alors que Anne est restée le même. C'est vrai. Donc, quand ils se retrouvent, Kira a traversé tout ça, et elle a changé à travers tout ça. Alors que Anne, lui, bon, il est toujours resté dans l'idée, la même idée, puis lui, dans sa tête, Kira était encore sur Corellia, puis elle avait pas changé, là, tu sais. Donc, ce flashback-là, je trouve, était très intéressant, en tout cas, surtout pour ceux qui connaissent un peu plus le personnage. Je comprends que les gens qui ont découvert Kira, qui ont juste vu Kira dans le film, bon, c'est un personnage secondaire comme un autre. Mais comme tu dis, ceux qui ont lu Most Wanted, ils savent que Kira a beaucoup d'ambition. Et puis, déjà qu'elle a gagné le titre de chef des Scrum Rats, ok, Anne l'a laissé être la chef, là, en fin de compte, mais on voit qu'elle a toujours voulu aller plus haut, puis on le voit, c'est pour ça qu'elle aime la richesse et la luxure, là. C'est pas l'objectif ultime encore, mais on le voit qu'à la fin, elle dit « j'ai une étape de plus que je peux atteindre parce que Dryden Voss est mort. » Donc, elle a toujours de l'ambition et de l'ambition. Donc, ça vient, c'est aussi l'aspect de l'impossibilité de fuir.
Moi, ça m'a fait écho avec la fin du film, là, le choix qu'elle fait à la fin. Ok, ouais. De toute façon, elle, dans sa tête, c'est ancré. Elle aura beau fuir, elle y échappera jamais. Moi, je le voyais plus comme quoi elle voulait pas tout perdre ce qu'elle avait. Ah, tu vois. Comme on a mentionné, elle est habituée d'avoir cette vie luxueuse-là. Là. Je pense qu'elle voulait... Puis ça, elle a un pouvoir, elle a comme une envie de pouvoir aussi. Là. Je pense que ça, je pense qu'elle sait que si elle serait partie avec Han, ben, elle perdrait tout ça, là. Puis vous vous souvenez dans Most Wanted, quand elle a été dans le vaisseau en orbite, là, elle a vu la luxure pour la première fois, là, de l'architecte, c'est tout ça, quelque chose comme ça? L'ingénieur, ouais. L'ingénieur, comment elle capotait comment c'était génial, tu sais, comme elle a eu goûté à la richesse à ce moment-là, puis je pense qu'à partir de ce moment-là, elle a toujours voulu avoir une ambition puis de monter pour se rendre là éventuellement, parce que c'était quelque chose que l'architecte lui proposait et elle a refusé pour ses amis, hein, si on se souvient dans Most Wanted. Donc elle va atteindre un peu un objectif de vie, mais d'une différente façon, par le crime. Dans le fond, c'est ça, je mentionnerais que ce flashback-là intervient dans une scène plus large qui est la discussion entre Kira et L3 sur le faucon. Dans le film, la discussion est relativement courte et limite humoristique. Là. C'est Kira qui essaie de comprendre la relation entre Lando et L3. Alors que dans le livre, c'est ça, il y a ce flashback-là qui est inséré. Et c'est beaucoup plus large. Vraiment, là, on a droit à tout le background de L3. Donc, comment elle s'est bâtie elle-même. Comment Lando a été le seul à bien vouloir l'accepter, bien vouloir lui donner une chance. Dans le fond, c'est un hasard aussi qu'elle ait pu se libérer, entre guillemets, là, ou c'est que son maître avait oublié là, de lui remettre là, le comment il appelle ça, le restraining bolt, la bolt de sécurité. Non, mais je l'ai écrit en français, je sais pas si c'est le vrai. J'ai inventé une traduction. L'écrou de verrouillage. Ah, mais en fait, je pense si c'est pas la bonne version, c'est pas moins certain. Ouais. Je sais pas, j'ai jamais lu un livre Star Wars en français. Je peux pas le dire. C'est pas l'écrou, mais en tout cas. Mais ouais, faudrait. J'essaie de repenser à ce que C3PO dit dans l'épisode 4. Là. Mais donc j'ai trouvé ça bien intéressant, tout le background d'L3. Puis cette discussion-là, les deux s'aperçoivent, en fait, L3 l'avait déjà comme constaté. Puis elle fait constater à Kira à quel point sont similaires les deux. À quel point, au fond, contrairement à ce qu'elle pourrait croire, parce que nécessairement un droïde, on se dit ça appartient à quelqu'un d'autre, donc Kira voit le L3 un peu comme la propriété de Lando, mais au fil de cette discussion-là, elle réalise que le droïde, donc L3, est plus libre qu'elle. Qu'en fait, elle est toujours l'esclave de Dryden, alors que L3, justement, s'est libéré de toutes ses chaînes, est vraiment dans une situation d'association libre, on va dire, avec Lando. Puis, elle en vient même à admirer son attitude rebelle. Donc, sa force de caractère ou son courage, on peut appeler ça comme on veut, là. Mais le fait de liberté à tout prix, puis tant pis pour les conséquences. C'est ça. Elle dit à Kira, t'es comme un droïde qui a pas d'écrou de verrouillage, qui a encore son écrou de verrouillage. Ouais, exact. Puis moi, je sais pas si c'est intentionnel, moi j'ai fait le lien avec justement la décision de Kira de trahir Dryden à la fin. Donc, elle trahira pas Maul, mais elle trahit quand même Dryden. Donc, il y a quand même ce petit côté rebelle-là, tu sais, elle accepte le plan tordu de Han, alors que Beckett, lui, fait le choix de Dryden. Je sais pas si vous aviez autre chose là, par rapport à cette discussion-là. Non, pour moi, t'as bien résumé. Ouais. C'est plus l'autre portion, peut-être que je vais laisser JF l'introduire, c'est comment qu'L3, on la voit se transférer dans le Faucon, qui est quelque chose de complètement inédit, là. Donc, c'est ça, comme tu disais, le roman tente de... pas tente, mais développe un peu plus la mort de L3.
Dans le fond, l'auteur, c'est comme si elle tente de minimiser la perte d'autonomie de L3. Donc, c'est comme si L3, si elle accepte d'être un membre permanent du vaisseau, je peux dire ça, ou une addition permanente du vaisseau de Lando. Puis que c'est comme elle donne un dernier adieu à Lando à travers un texte. Parce qu'elle comme son interface permet de faire des textes. Hein. Mm-hmm. Dans le fond, on voit que L3 devient comme l'esclave du vaisseau, d'un côté, puisqu'elle perd son autonomie. Mais aussi, ça montre que elle est encore consciente. Mm-hmm. C'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas dans le film. Hein, puis c'était comme, OK, on est uploadé, puis tu pensais que c'était peut-être juste son GPS qui était uploadé dans le vaisseau. Là. Puis, moi, ce que je trouve cool, c'est que si sa conscience est comme encore là, ben, ça, moi, je peux dire, tu sais, toutes les petites, je sais que ça a probablement aucun lien, là, mais toutes les petites choses que Han, il dit dans les autres films et tout, tu sais, que, tu sais, oh, baby, hold together, tout ça, c'est comme si... Come on, baby, don't let me down. Ouais, c'est ça. Ça, c'est plus Lando qui dit ça dans Return of the Jedi. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme si... ils savent qu'elle est là ou que, tu sais, je sais pas, tu sais, on le sait pas si Han a déjà eu une conversation avec elle dans le vaisseau ou quoi que ce soit, tu sais, mais tu sais, c'est comme, ils savent qu'elle est là, puis ça, comment je peux dire, c'est comme une petite référence, puis écoute, je sais que ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est juste je trouvais que c'était un clin d'œil qui faisait comme un lien puis qui connectait tout ensemble. Ben, moi, je l'ai pas vu tout à fait de la même façon que toi, je dirais. Oui, quand elle se transfère, il y a déjà une conscience dans le faucon de l'ordinateur. Là. Ouais. Fait que quand elle est branchée, il y a le faucon qui l'accueille en binaire, apparemment, là, en langage binaire. Il dit « Bienvenue, je t'invite à nous rejoindre, puis tu vas nous sortir du pétrin parce sinon on s'en sortira pas, on va se retrouver dans le mât puis on va tous mourir. » Fait qu'elle dit viens nous aider, fait qu'elle commence un peu à se fusionner avec l'autre, puis c'est la fusion prend plusieurs heures jusqu'à temps qu'il soit même sur Vandor. Sur Vandor, non, c'est quoi la planète de sable à la fin là? Savarine. Savarine, ouais. C'est ça. Puis c'est là que quand Anne retourne dans le faucon tout détruit, c'est là que la fusion finale se fait. Elle perd de plus en plus, est fusionnée de plus en plus avec le faucon et elle est capable de moins en moins de parler avec Anne. C'est là qu'ils se font vraiment leur message final, comme tu dis, jusqu'à temps que tout s'éteigne puis que les deux consciences, celle du faucon puis celle d'L3, soient fusionnées ensemble. Et ça devient le nouveau faucon. Puis comme Lando il dit, premièrement, L3 dit je peux plus me transférer dans un corps robotique parce que je suis trop intégré avec le faucon maintenant. Puis Lando, un peu triste, dit dis-toi une chose, c'est que tu vas être unique dans la galaxie. Le vaisseau va être unique dans la galaxie grâce à ta présence, etc. Puis c'est à ce moment-là que L3 est entièrement intégré au vaisseau. Et puis les mots arrêtent de s'afficher sur le petit écran. Et puis elle est maintenant devenue le faucon en tant que tel. Si c'est ça que j'ai bien compris de mon côté. Ouais, j'ai pas vu la minimisation. Ça finit même sur un avertissement, je pense, là, comme quoi, dans le fond, il voit bien que le Enfys Nest et ses amis arrivent. Là. Mm-hmm. Quelque chose comme ça, un message d'alerte là, pour Lando, là, comme quoi il y a des objets en approche, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Moi, je m'étais noté de mon côté que c'était vraiment très, très psychologique comme fin. Puis je ferais remonter ça même jusqu'à quand elle est plus ou moins décapitée là, pendant la bataille sur la planète minière. Tu sais que dans le fond, contrairement à un être vivant qui ressent la douleur, elle comprend comme pas là, pourquoi elle est plus capable de bouger ou qu'est-ce qui se passe. Tu sais. Moi aussi, je dirais qu'au départ, c'est ça, elle est extrêmement réticente, puis elle refuse catégoriquement. Dans le fond, elle est dans le déni. Puis elle est encore dans le personnage impulsif, puis agressif, puis révolté. Puis elle refuse tout simplement
la situation, alors que l'ordinateur du vaisseau lui explique, ben, déjà, si tu nous aides pas, on est mort. Puis, de deux, la réalité, c'est que t'es déjà intégré, donc tu peux plus rien faire. Et le processus de fusion, comme tu dis, là, des deux se fait comme progressivement, donc à tout bout de champ, à des réflexions, même qu'à un moment donné, elle se met à trouver que Anne pilote quand même très bien, à être impressionnée par Anne, alors qu'elle détestait jusque-là. Puis là, ça demande, coudonc, c'est-tu moi qui pense ça, ou c'est le vaisseau, donc, parce qu'elle réalise qu'elle est en train de perdre justement son libre arbitre, on va dire un peu. Mm-hmm. Mais c'est ça, t'as l'ordinateur du Faucon et t'as Lando qui, par après, là, comme tu disais, qui lui explique que ben, dans le fond, c'est irréversible. Elle aura plus jamais de corps, parce qu'à tout bout de champ, elle a au moins 4-5 fois là, elle a la réplique, si j'avais encore mes jambes, si j'avais encore mon corps, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Puis tu sais, c'est quand même, j'ai pas noté en minutes là, dans l'audiobook comment de temps ça prend, je sais pas combien de pages que ça peut représenter dans le livre, mais c'est quand même un bon bout, là. C'est tout ce processus-là de fusion, là. Puis moi, j'ai été étonné parce que, comme je disais tantôt, en critique, c'est un personnage que j'avais pas aimé du tout, que j'avais trouvé trop, que le marqueur était peut-être trop, là, il avait peut-être trop pesé sur le crayon là-dessus, mais ça m'a surpris, ça m'a vraiment réconcilié avec ce personnage-là. Puis honnêtement, je relirais Baroud d'honneur aujourd'hui, puis je pense que j'apprécierais beaucoup plus toutes les séquences avec Lando puis L3. Je suis d'accord avec toi, dans le sens que c'est vrai que L3 dans le film solo, moi, me faisait beaucoup penser à K2SO dans Rogue One. C'est robot sarcastique. Fait que, le comic relief, là. Ouais, c'est ça, exactement. Le comic de la gang, là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis là, comme tu dis, le roman l'a vraiment développé en son propre personnage, puis qui est vraiment différent de qu'est-ce qu'on voit dans le film. Puis que c'est ça, c'est comme ça rachète un peu le personnage. C'est un autre chose qu'on voit des droïdes depuis que Disney, propriétaire de Lucasfilm, c'est un peu plus ils sont plus intelligents, ils ont de l'émotion. Moins de confiance. Exactement. Beaucoup plus que dans les films précédents. Donc on voit qu'il y a comme une évolution de ce côté-là. Là. Imagine de quoi aurait l'air un Battle Droid sous Disney. On saute à une autre séquence suivante. C'est pas vraiment une nouvelle scène, c'est juste un rajout qui est vraiment drôle. C'est lorsque Han puis Chewie arrivent dans le Faucon, ils sont sortis de Mimbiam. On voit dans le film, on voit Han qui est dans la douche, puis tu vois Chewbacca qui est juste en arrière de lui. Puis là, ce qu'on voit dans le livre, c'est Chewbacca, il détruit vraiment là, la douche de Lando dans le Faucon. Écoute, il y a de la fourrure partout, c'est comme tous les drains sont bloqués. Il a tout pris comme les shampoings, les shampoings de Lando. Il y en a partout. Puis sur une note un peu plus sérieuse, c'est à ce moment-là que Chewie, il fait la mention qu'il veut retourner sur Kashyyyk pour libérer son peuple, finalement, de l'Empire. Puis c'est comme Francis a mentionné, c'est quelque chose qu'on voit dans le livre Dette de vie. Ça se déroule 15 ans plus tard à peu près. OK. Moi j'avais l'impression que c'était deux scènes de douche différentes. Il y en a une, la douche qu'on voit dans le film, c'est à bord du transporteur. Ouais. Tandis que celle-là, c'est dans le Faucon. Pour une raison quelconque, Chewbacca a encore besoin de se faire dépeigner, là, parce qu'il s'est encore tout poigné de boue et de résidus. Puis Lando, il dit, regarde, tu peux prendre une douche. Puis là, Chewie, il se lance dans la douche, puis là, Lando, il dit, wow, fais attention, prends pas tel produit parce que il est super cher puis c'est fait à base d'une plante qui existe plus, qui est disparue. Mais Chewbacca, bien sûr, oublie ça, il prend le shampoing dispendieux, il vide tout, puis comme tu dis, la douche est saccagée, je peux juste imaginer le drain, puis là, Lando est complètement découragé. Ouais, le draino va pas faire la job là-dessus. Là. Ah, c'est ça. c'est ça. Dans le fond, c'est ça, parce que il y avait l'aspect comique aussi que Lando propose ça tout bonnement,
à la légère, réalise pas. C'est par après là, qu'il réalise l'erreur qu'il a faite en proposant à Chewbacca d'utiliser la douche du faucon. Ouais, mais tu sais, sur le coup, il voit que Chewbacca est encore tout crotté. Il propose, va prendre une douche, là, c'est là pour ça. Mais il y a comme je vous disiez, c'est ça l'aspect comic relief. Il y avait un petit clip encore plus rapide qu'ils ont pas mis dans le film, probablement justement pour pas ajouter trop d'humour non plus, tu sais, ici et là. Mais c'était Chewbacca puis Anne, mais c'est surtout sur Chewbacca que c'est drôle. Pendant qu'il traverse la tempête, on va dire, il y a un aspect électricité statique. Et là, Chewbacca devient tu sais, complètement le poil tout raide, là, tu sais, comme un porc-épic, on va dire. Mm-hmm. Donc, c'est Anne qui remarque ça. Donc, je comprends pourquoi ils l'ont pas mis dans le film, là. Ça aurait peut-être été trop, ça aurait peut-être fait un peu cartoon, là. Ouais. L'esthétique faisait dresser les poils. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu sais, complètement. Je pense que c'était le cas de Anne, mais tu sais, Anne, c'est juste les cheveux, alors que là, Chewbacca, c'est la totalité, là. Fait que je suis certain que mes enfants auraient beaucoup ri dans la salle de cinéma, là. Mais bon, c'est un choix là, de type d'humour. Donc celui-là puis la douche, moi je trouvais que c'est des excellents petits comic relief là, bien placés. Mais je suis loin d'être Ron Howard, donc. Parfait. La dernière séquence que j'avais notée, qui est comme la séquence surprise et majeure. Oui. Donc, elle se déroule à la toute fin. C'est comme l'épilogue du film, de l'histoire, je veux dire. Parce que je suis certain que plusieurs d'entre vous, auditeurs qui avaient vu le film, ils disent, il s'en va où ce coaxium-là? C'est ça. Donc, ce qu'on apprend ou ce qu'on voit, c'est que Enfys Nest elle livre justement le coaxium que Han lui a donné et elle le donne à nul autre que Saw Gerrera, qu'on voit dans Rogue One. Et ce qui est, pour ajouter à ça, non seulement on voit Saw Gerrera, mais elle rencontre aussi Jyn Erso, qui a à peu près 12 ans. Oui, c'est 11 ans. 11 ans? Me semble que c'est 12. 12, ok. Puis c'est juste le fun parce que les deux, c'est comme un clin d'œil entre les deux qui se disent que tu sais la galaxie elle sous-estime toujours les jeunes femmes et tout, mais à un moment donné ça va se tourner contre eux. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool, et le lien que ça fait avec Rogue One, dans le fond, ça montre que c'est le début de la rébellion. Que Enfys Nest fait partie justement de cette rébellion. C'est ça. Donc ça, c'est la scène finale. Fait que c'est cool parce que ça donne aussi l'opportunité, ça ouvre aussi les portes à peut-être des futures histoires avec Enfys Nest ou Jyn ou Saw Gerrera. Mais pour citer Enfys Nest, elle voit, en fait, Saw Gerrera est supposé être seul quand mais là, Enfys Nest, il dit, c'est qui elle, là? Elle dit, il dit, inquiète-toi pas, c'est ma jeune protégée, Jyn Erso. Puis je suis là pour lui montrer aussi comment ça marche, tu sais. Il montre un peu comment que la rébellion commence, c'est un peu le côté criminel de la chose. Puis c'est là que Enfys Nest est très jeune elle-même, hein. On l'a vu, elle est probablement 16-18 ans, là, pas plus. Il me semble que c'est mentionné 18, je pense, dans le livre. C'est ça. Et puis Enfys Nest approche, puis là, elle se voit probablement elle-même en Jyn quand elle était plus jeune. Elle enlève son casque pour montrer à Jyn qu'elle aussi, c'est une femme, une jeune femme. Et pour la citer, elle dit à Jyn, un peu qu'est-ce que dit Jeff, dans la vie, plusieurs vont te sous-estimer. Assure-toi qu'ils le regrettent. Ouais, un petit peu de girl power, là, comme on dit, là. Donc vraiment, possiblement que Jyn Erso a acquéri son attitude de rebelle et puis de détermination grâce à Enfys Nest et ce message qu'elle lui a livré que assure-toi tu vas te faire sous-estimer, c'est certain, mais assure-toi de les surprendre puis qu'ils le regrettent de t'avoir sous-estimé. Moi, tu parlais de surprise. Faut se rappeler, faut mettre les choses en perspective. Là, je sais pas si les auditeurs réalisent, mais c'est une scène. Tout le film solo ou le livre,
se passe en parallèle non seulement de la saga Skywalker, mais de toute la saga de l'Empire. Puis, alors que là, cette scène-là, à la fin de l'adaptation en roman du film Solo, tout à coup nous ramène de plein fouet dans la grande histoire, dans l'univers de Star Wars. Donc, quand je parlais tantôt en critique qu'on n'avait pas ça dans les autres novélisations, quelque chose qui nous sortait complètement comme ça là, de l'histoire qu'on vient de lire, pour nous, justement, nous reconnecter avec le reste de l'univers Star Wars. Moi, j'ai été extrêmement surpris et très agréablement surpris, je devrais dire. Donc, je mentionnerais, moi, de mon côté, j'ai essayé la présence de ça, la présence de Jyn. C'est mentionné qu'elle a 12 ans. Donc, évidemment, moi, je me suis mis à calculer et à essayer de me souvenir... Avec Rebel Rising? Avec Rebel Rising, donc Soulèvement Rebelle, très très bon livre là, pour ceux qui l'auraient pas lu. Et là, je me disais, ok, à quel moment ça arrive? Parce qu'il faut dire que dans Soulèvement Rebelle, c'est pas toujours clair, Jyn, elle a quel âge à ce moment-là. Par contre, au-delà de l'aspect Jyn, ce que je me demande, c'est, en tout cas de mémoire, c'est une période où Saw Gerrera s'entend pas du tout avec la rébellion. Donc c'est pas encore la chicane comme on peut voir un peu plus loin dans la série Rebels. Mais c'est pas la beauté. Il se fait inviter à joindre l'Alliance, mais il veut pas vraiment, etc. Donc tout ce coaxium-là, qu'est-ce qui va arriver avec ça? En tout cas, ça expliquerait pourquoi ça a quand même des ressources énormes. Quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a des X-Wing, qu'il y a quand même plusieurs vaisseaux. Donc, toutes des choses qui coûtent quand même beaucoup d'argent. Mais est-ce que quand tu parlais, là, c'est le début de la rébellion, ben, je suis pas sûr que Saw Gerrera est quelqu'un qui partage beaucoup ses ressources. C'est ça que je suis en train de me demander. Est-ce qu'il était à l'apogée du conflit avec Mon Mothma à ce moment-là, ou il partageait encore un peu à ce moment-là? Non, c'est avant ça. C'est avant qu'il soit vraiment en conflit comme tel. Je pense que c'est le moment où régulièrement il se fait inviter poliment à joindre la rébellion. Puis c'est avant aussi qu'ils commettent quand même plusieurs attentats, puis atrocités, etc. Mais c'est ça, fait que oui, c'est le début d'une rébellion. Je pense que c'est le début de la rébellion de Saw Gerrera et des partisans. Je serais très surpris que l'Alliance rebelle voit un seul gramme, on va appeler ça de même, de ce coaxium-là. Mais je salue l'auteur. Je sais pas si ça vient du Story Group, je sais pas comment, si c'est son initiative puis qu'elle s'est fait autoriser ça. Mais moi, vraiment, j'ai adoré ça. Je trouve que ça devrait être comme ça. Autant les novelisations que les autres livres. Moi, les efforts pour connecter le tout ensemble, qu'il y ait une synergie entre l'écran, les livres, les comics, etc. Je pourrais pas être plus satisfait là, de la fin de cet épilogue-là, qui, même s'il y a pratiquement rien à voir avec le reste du film, on s'entend là, que c'est le lien, c'est Enfys Nest, puis le coaxium, mais c'est assez léger. C'est un peu comme une scène de fin d'un film Marvel. Oui, c'est vrai. C'est la scène après les crédits. Là. Ouais, c'est ça. T'attends comme un effet dans la salle de cinéma, tu regardes le monde partir, toi tu te dis ok, il va sûrement avoir de quoi, puis bon, c'est un petit extra. Fait que par rapport à Solo, c'est un petit extra, mais par rapport à toute la grande histoire de Star Wars, là, c'est beaucoup plus intéressant. Si on pourrait donner un autre lien avec un autre film, je le sais que dans le film, Beckett mentionne à Anne qu'il y a un autre job qui se prépare avec un hôte, sans dire nécessairement la planète. On le sait que c'est Jabba the Hutt, puis la job c'est sur Tatooine, c'est avec Jabba the Hutt. Puis on sait qu'à la fin, ils partent, Anne et Chewie, pour cette job-là. Mais je me souviens pas si dans le film, ils mentionnent que c'est Tatooine. Le mot Tatooine dans le film. Je pense pas qu'il mentionne Tatooine. Oui. Ok. Ben, c'est mentionné par Beckett. Est-ce que c'est mentionné dans le Faucon quand ils partent? Ah, ça, je sais pas. Ouais. Je me souviens pas. En tout cas, dans le roman, il mentionne qu'il quitte pour Tatooine.
Donc, il y a ça. L'autre chose que peut-être plusieurs personnes ont pas pensé à se poser comme question, Darth Maul, il est où? Il est en hologramme, mais il est où physiquement à ce moment-là, quand il parle à Kira? Dans le roman, dans la novélisation, il mentionne Darth Maul est sur Dathomir. Donc, sa planète natale, je pense, dans Clone Wars. On apprend qu'il vient de là. T'es-tu sûr que c'était pas mentionné dans le film? Je pense pas que c'est mentionné dans le film. Qui lui disait de venir le rejoindre quand il dit à Kira de venir le rejoindre? En tout cas, j'avais pas remarqué dans le film. Du moins, dans le roman, c'est mentionné qu'il est sur Dathomir. Ouais. Ça, c'est une autre affaire que je me souviens pas. Ça m'a pas frappé dans le livre. J'avais l'impression de déjà le savoir. OK. Puis je me dis la seule place où je pouvais le savoir, c'est dans le film. Mais je sais pas. Moi, ça m'a frappé, donc c'est pour ça que je pensais que c'était complètement nouveau. Puis l'autre chose qui a été canonisée à part Taggy Binks, on pourrait dire, c'est que Lando a été au temple de Sharu, qui était dans un des vieux romans légendes, Mind Harp of Sharu. Sauf que dans ce cas-ci, en fait, ce moment-là, c'est quand Lando enregistre ses mémoires, si vous vous souvenez sur Kessel. Donc, les chroniques de Lando. Ouais, c'est ça, les chroniques de Lando. Donc, enfin, la seule différence avec Légende, c'est qu'au lieu du petit droïde Vufira, qui est dans Légende, c'est maintenant L3 qui remplace comme droïde qui accompagne Lando à cet endroit-là. Donc, on a recanonisé cette histoire-là, mais remplacé L3 dans le roman, et voilà. Ça a été recanonisé, si on peut dire. C'est les petites choses extra que j'avais notées. Peut-être aussi la chanteuse dans le vaisseau de Dryden Voss, la chanteuse pendant le cocktail, elle chante en Huttese, pour ceux qui se demandaient la langue dans laquelle elle parlait. Et aussi, sur Vandor, il y a la mention du Black Spire Outpost sur Batuu. Donc, un beau clin d'œil au parc Disney Galaxy's Edge, le Black Spire Outpost, qui est le lieu du parc que ça se passe. Parfait. Francis, toi, as-tu d'autres choses d'extra que tu avais notées? Non, moi j'avais tout intégré avec nos différents chapitres, on va dire. Parfait. Excellent. Alors, c'était notre critique et notre description des séquences du film, de la novélisation du film Solo. Alors, nous allons terminer l'émission là-dessus. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur ce que nous venons de discuter par email à studio@starwars.direct, sur l'article de l'épisode sur notre site starwars.direct ou sur notre page Facebook, notre compte Twitter, notre compte Instagram et notre chaîne YouTube. Prochaines émissions, il y a un Star Wars en direct collector qui est consacré au Lego Star Wars qui devrait paraître sous peu. Et je sais aussi que je vais enregistrer un Star Wars Gamers pour parler du fiasco de EA et de Star Wars avec la nouvelle. C'est ça, tu parlais au début de toutes les choses qui s'en venaient en 2019, ouais. Sauf côté jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Côté jeux vidéo, finalement, il n'y a rien qui s'en vient. non, mais je pense qu'il va y avoir l'autre quand même, là, Fallen Order, Fallen Jedi, quelque chose comme ça. Là. On rappelle aussi que nous sommes en période de recrutement Québec, Amérique du Nord, donc si vous êtes intéressé et vous voulez discuter de votre passion avec nous, allez sur starwars.direct dans la section recrutement. Et aussi sur notre site web, il y a la section boutique à starwars.direct boutique, et où vous pouvez vous procurer des t-shirts avec le logo de Star Wars en direct. Et si vous êtes en Europe, vous pouvez aussi vous procurer des tasses. On rappelle que Star Wars en direct est disponible sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play et Apple Podcasts. On remercie encore une fois nos partenaires Mint in Box, Star Wars Holonet, SiteClan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. Donc de la part de Danny, Francis et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.